Et bienvenue dans ce panel donc, dédié au sport et à l'investigation. C'est à moi que revient l'honneur d'animer ce débat donc, autour du sport et de l'investigation. Lance Armstrong, les frères Karabatic ou Sarah Abitbol, ce sont trois noms que j'ai choisis comme ça par hasard pour illustrer un peu les trois thèmes dont il sera question dans ce débat. Donc le dopage, la corruption et la violence dans le sport. On aurait pu parler de plein d'autres affaires, l'affaire Festina, le système de dopage russe, les athlètes kenyans. On aurait pu parler également de Larry Nassar, le médecin coupable de pédocriminalité aux États-Unis. Toutes ces affaires donc devenues tristement célèbres au cours des dernières années. Donc pour parler de corruption, de dopage et de violence, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi trois experts de ces trois questions. À ma gauche, Thierry Vildary. À ma droite, Emmanuel Anison et Marc Leplongeon. Emmanuel Anison, donc vous êtes grand reporter au Nouvel Obs. Vous avez écrit de nombreux livres, le plus récent étant L'affaire Madame, paru il y a moins d'une semaine, sur Brigitte Macron et la fake news dont elle a été victime, qui faisait d'elle un homme. Vous êtes également co-auteur de Rester digne avec Ingrid Levavasseur, co-auteur de Burnout, et pour finir, co-auteur du livre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est le livre que vous avez écrit avec Sarah Abitbol, Un long silence, témoignage donc de l'ex-championne de patinage de glace sur glace, qui a accusé son entraîneur de l'avoir violée pendant 2 ans alors qu'elle n'avait que 15 ans. Marc Leplongeon, vous êtes journaliste à l'Équipe, chef de la cellule Enquête. Avant d'arriver à l'Équipe, vous avez travaillé au Point pendant 10 ans. Journaliste d'investigation, vous êtes spécialisé dans la couverture des affaires judiciaires, politiques et sociétales. Co-auteur du ministère de l'Injustice paru en 2022 sur les coulisses des plus grandes affaires médiatico-politico-financières. Avant cela, vous avez écrit un livre sur la poudrière, sur l'univers de l'ultra-droite violente française. Vous êtes également auteur d'une biographie sur Mimi Marchand et auteur de l'affaire Cocaïne qui a été adaptée par Netflix. Et à ma gauche, Thierry Vildary, donc journaliste au sein de la rédaction des sports de France Télévisions, plus particulièrement pour le magazine Stade 2. Vous êtes spécialiste donc, dans le domaine du dopage, des dérives du sport. On vous doit de nombreuses révélations, des affaires des paris sportifs des frères Karabatic dans le handball français, des affaires de dopage comme celle de la tricherie mécanique dans le Tour de France, le dopage de la marathonienne Clémence Calvin, et récemment les violences psychiques et psychologiques, physiques et psychologiques dans l'équipe de gymnastique féminine française. On va en parler dans quelques instants. Merci donc à tous les trois d'être là. Avant de commencer, de décliner ces trois thèmes, je vais commencer avec vous Thierry, avec un rapide tour de table aussi, parce qu'on aime les scoops aussi et on veut quelques scoops. Thierry, vous dites que dans votre travail d'enquêteur, de journaliste d'investigation, vous vous comparez souvent à un chef cuisinier qui a plusieurs casseroles sur le feu. Alors, quelles sont les casseroles que vous avez sur le feu actuellement? Y a-t-il des casseroles en train de bouillir, par exemple? Parfois, on est piégé par ses propres expressions. Alors, je vais essayer de faire bref, mais le métier, je pense pouvoir le dire, je ne suis pas, mes collègues diront, mais le métier qu'on exerce, qui est l'investigation, et l'investigation en particulier dans le sport, est un métier généralement de déception. C'est un métier plus d'échec que de réussite. Voilà. C'est pour ça que je dis souvent que j'ai des casseroles sur le feu, parce qu'on a un réseau d'informations, on a beaucoup d'informations, on a des informations qui sont certaines, et sur 10 casseroles qui sont sur le feu, il y en a généralement une en moyenne qu'on arrive à faire bouillir un petit peu, qu'on arrive à cuisiner pour la servir, parce que l'information est mûre, elle est confirmée, on a eu suffisamment de sources, etc., etc. Et le reste, peut rester sur le feu pendant des semaines, des mois, parfois des années. J'en ai fait bouillir une en 2016-2017 sur le dopage technologique dans le vélo. Je ne vais pas faire de révélation, mais je peux vous dire que cette casserole est toujours sur le feu, qu'elle est toujours chaude, mais qu'elle ne bout pas encore. Voilà. Emmanuel, des casseroles. Vous venez de terminer votre livre. Est-ce qu'il y a des casseroles sur le feu de votre côté?
Bonjour. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste sport, donc c'est vrai que j'ai un temps travaillé sur ces questions des violences sexuelles depuis très longtemps, et donc j'ai fini par investiguer dans le milieu du sport avec Sarah Abitbol dans le patinage, mais c'est vrai que je fais des sujets plus larges. Et donc, ce dernier livre qui est sorti il y a quelques jours, c'est plutôt une plongée, une immersion dans le milieu des complotistes, que j'appelle les défiants, plus largement, parce que moi, ce qui m'importe, je ne sais pas si journaliste d'investigation, je suis journaliste, quoi. Et ce qui m'importe, c'est à la fois de déterrer des choses qui sont révoltantes, évidemment, et notamment d'aider le petit face au plus fort, éventuellement. Même ça paraît naïf, mais moi, c'est un peu mon moteur. Mais c'est aussi de raconter le monde tel dans lequel on est. Et donc, l'immersion et raconter les gens à hauteur humaine, c'est aussi très important dans mon métier. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'était de raconter cette histoire, cette fake news que j'avais dû voir passer sur les réseaux sociaux. Brigitte Macron est un homme. Et de remonter à l'origine de cette fake news. On est entouré de fake news, on est entouré de vérités. On ne sait plus si ce sont des vérités, des contre-vérités. On est à l'ère de la post-vérité. On ne sait plus qui croire et comment croire. Et il y a beaucoup aussi, l'ère du Covid, on le sait, a amené beaucoup de questionnements. Et l'idée, c'est j'ai passé un an avec toutes ces personnes qui ont nourri cette histoire. Pour dire, au-delà de la caricature, qui ils sont, quels sont leurs ressorts et peut-être quelles sont nos responsabilités à nous, journalistes, politiques, élites économiques, etc., pour qu'aujourd'hui, il y ait cette défiance et ces croyances. Voilà. Marc. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai une vision un tout petit peu moins noble de mon métier que celle présentée par Thierry. Moi, je me vois plus en éboueur qu'en chef cuistot, c'est-à-dire que je fais les poubelles, grosso modo. C'est d'aller chercher les infos qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas voir sortir. C'est principalement ça le taf. Et puis, c'est aussi un peu, je crois que c'était l'expression de Coluche, qui était de dire de remuer un peu la merde jusqu'à ce que plus haut, on en sente l'odeur, quoi. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on fait tous les jours. Alors des casseroles sur le feu, oui, on en a un paquet, parce que ça, Thierry l'a très très bien dit, on court toujours plusieurs lièvres à la fois et il faut parfois beaucoup de temps pour que l'info soit mûre et prête à sortir. Après, il y a aussi une notion de l'information, elle est très mouvante. La vérité d'un instant n'est pas forcément la vérité du lendemain. C'est hyper important. Nous, on intervient beaucoup au stade de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire, très souvent avant ce stade-là. Et donc, des fois, on sort des informations qui ne seront pas forcément la vérité du procès. Faut savoir l'accepter, faut savoir avancer là-dessus, faut savoir sans arrêt se remettre en doute. Et je pense que c'est ça qui fait que notre métier est si intéressant aujourd'hui. Alors, dans ce triptyque violence, corruption, merci. Dopage. Pas dopé. Pas encore, en tout cas. On va commencer avec la violence. Quand on parle de violence dans le sport, on a tendance à penser de manière automatique à la violence des hooligans, au public déchaîné, peut-être à la violence entre sportifs. On pense au coup de tête, au fameux coup de tête de Zidane contre Materazzi, ou à la célèbre morsure de Mike Tyson contre Holyfield. On peut penser aussi à la violence verbale. Mais on pense aussi à d'autres formes de violence, que sont les violences sexuelles, qui existent également dans le sport. Emmanuel Anison et également Thierry et Marc, vous avez aussi travaillé sur ce sujet. Comme je le disais, donc un long silence avec Sarah Abitbol, avec ce très fort témoignage. Quel impact a eu ce livre? Est-ce que la parole s'est libérée depuis, ou y a-t-il toujours des freins? Alors, vous avez raison sur les 3 parties de la phrase, c'est-à-dire que ce témoignage est arrivé en 2020. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur ces questions, et il y a un moment, à la fois, on n'avait pas de place dans nos journaux et ça n'était pas entendu par la société, et il n'y avait pas de relais politique, et donc finalement, ça ne fonctionnait pas. Et là, on se rend bien compte maintenant avec le MeToo, vous le voyez tous, ces affaires, on arrive à les sortir et vous les écoutez, et ça donne de la force. Donc là, l'affaire en 2020, quand Sarah Abitbol est venue me voir pour parler, d'abord ça a mis plusieurs mois pour qu'elle réussisse à parler, mais ce qui a été important, c'est qu'au moment où on a sorti son affaire, j'avais aussi enquêté, je lui avais dit, on ne va pas faire encore seulement
un témoignage avec un agresseur, parce qu'il y en a déjà eu avant. Il y a eu Isabelle de Mongeau dans le tennis, il y a eu Catherine Moyon-de-Bec, lanceuse de marteau, qui avait aussi sorti un livre en 1993 déjà. Et à l'époque, à chaque fois, c'était finalement aussitôt connu, aussitôt enterré. Et parce qu'on se disait, un agresseur, une victime, voilà, puis on passait à autre chose. Or, là, l'important, c'était de montrer qu'il y avait un système, une omerta, une organisation de ce silence. Et donc, elle m'a laissé le temps d'enquêter pendant plusieurs mois. On n'a pas sorti que le témoignage. Et c'est ça qui a été, je pense, aussi important, c'est qu'à la fois, on arrivait au bon moment, au moment où la société était capable d'entendre, et aussi qu'on expliquait que son agresseur n'avait pas agressé une personne, mais sans doute plusieurs, on avait plein de témoignages, et que non seulement il y avait un agresseur, mais j'en ai trouvé une dizaine d'autres dans le patinage, et ça a permis de faire basculer la fédération de sport de glace, et aussi avec l'aide du ministère des Sports, et c'est là où on change d'époque, c'est-à-dire qu'on a une ministre qui nous a aidés vraiment de permettre d'autres enquêtes dans d'autres univers sportifs, dans d'autres fédérations, et aujourd'hui il y a 900 signalements dans plus de 50 fédérations, et on a été face évidemment à un mouvement qui a complètement bouleversé tout le sport, donc elle a été le déclic. Justement, en parlant de déclic, il y a eu plein de révélations aussi que vous avez pu sortir. Et ce que vous me disiez aussi, c'est que après ce livre, la situation après ce livre, c'était pas comme avant. C'est grâce aussi à la sortie de ce livre que même vous avez pu aussi réussir à avoir des témoignages. Oui, alors moi je pense qu'il faut rendre hommage à Sarah et Emmanuel parce qu'il y a eu un avant et un après ce livre. Dans le sport français, qui était déjà très en retard par rapport au monde anglo-saxon, où de nombreuses affaires étaient déjà sur la place publique, il y avait une prise de conscience, et nous, on est souvent quand même à la traîne par rapport à ces grands mouvements de société. Et moi, je n'étais pas spécialisé au départ dans ce domaine, et je ne cherchais pas particulièrement dans ce domaine. Et c'est comme ça généralement que je fonctionne, c'est-à-dire que les affaires et les informations viennent à moi. Et je pense que c'est plus simple comme ça. Enfin, il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas une meilleure méthode. Mais enfin, voilà, c'est passé comme ça. Il se trouve que moi, j'avais commencé à faire un travail, et déjà plusieurs sujets avant, avec Sébastien Boy, qui est le créateur de l'association Colosse au pied d'argile. J'avais fait un travail sur son association dès 2014, où on était allé voir comment ça se passait localement. L'association était en train de se créer. Donc, on avait déjà diffusé quelque chose, mais il n'y avait rien d'aussi fort que ce qui a été fait, ce qui a été présenté dans le travail. Et c'est vrai qu'après, il y a plusieurs... moi, j'ai eu une affaire qu'on a traitée à l'antenne qui a fait pas mal de bruit, qui est l'affaire de la mise en examen pour viol supposé de Pierre-Charles Boudot, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui était à l'époque le premier jockey français, une star du quintet, du galop, accusé par deux jeunes filles qui ont eu la force de parler pour la première fois en public, et ça s'est passé à la télé. Et je pense que cette ambiance, par exemple, créée par le livre, les a non seulement aidés, mais a aidé des gens autour à leur dire « vous pouvez le faire », parce que c'est jamais toute seule, on décide jamais toute seule d'y aller. Et donc je sais, j'étais en contact avec des gens autour qui m'ont mis en contact avec elles, etc., et qui les ont aidés. Donc tout ça crée une ambiance, ça change. Après, il n'y a pas de nuit bleue, quoi, parce que les systèmes qui sont en place, après un moment un peu où tout le monde tremble un peu, mettre des stratégies en place, des stratégies de communication, des stratégies d'endiguement, des stratégies d'étouffement. Moi, je suis assez étonné que dans le monde du cheval, je pense qu'il y a... Je pense, de mon expérience, qu'il y a d'énormes scandales qui ne sont pas encore sortis. Voilà. Moi, j'ai eu des mots, des attitudes, y compris de dirigeants, que je trouve absolument scandaleuses, mais voilà. Les affaires qu'on a mis à l'antenne sont encore en cours d'instruction, ne sont pas jugées, et comme Marc le disait, peut-être ce sera déceptif, parce que si ça se trouve, peut-être qu'il y aura un non-lieu. Il n'y a que 2 jeunes femmes, et c'est la parole de 2 jeunes femmes face à la parole d'un jockey qui a beaucoup d'argent, des avocats expérimentés, un réseau derrière, des gens qui aident, des relais de pouvoir. Et nous, à France Télé, moi personnellement, j'ai été attaqué, j'ai dû répondre à 2 procès, non au respect de la présomption d'innocence et procès en diffamation, qu'on a gagné.
les deux, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des moyens financiers en face, quoi. Voilà. Et puis plus récemment dans la gym, alors là c'est pas sexuel, mais c'est psychologique. Il y aura peut-être des répercussions sexuelles dans la gym. Il y a des jeunes femmes des anciennes de l'équipe de France qui disent avoir subi des sévices physiques et psychologiques, qui ont parlé pour la première fois. Je pense que tout ça participait à une ambiance. C'est je pense, une des lointaines répercussions de cette ambiance, de ce changement d'époque, symbolisé par le livre et par la parole de Sarah Abitbol. Voilà. Et là, il y a actuellement des enquêtes administratives en cours et des enquêtes judiciaires, puisque là, il y a un volet sexuel qui vient de s'ouvrir récemment. Et encore une fois, on verra ce que ça donnera, parce que moi, j'ai passé 8 mois sur cette affaire. J'ai discuté avec des dizaines de personnes, j'ai entendu beaucoup de choses. On n'a passé qu'une toute petite partie à l'antenne. On avait à peu près, je pense, pratiquement une dizaine d'heures d'interview. On a passé 13 minutes. Et moi, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures au téléphone avec des gens qui m'ont raconté plein d'histoires. On n'a pas pu tout diffuser, mais peut-être que la justice fera la lumière là-dessus. En tout cas, elle est en train d'enquêter. Avant de parler des fédérations, Marc, voilà, là on parle du patinage sur glace. On a peut-être tendance à penser que ces violences n'existent que dans ce sport, mais ces exemples-là existent partout et dans plein d'autres sports. Oui. Alors absolument, je vais prendre 2 exemples. En ce qu'il faut se méfier parfois de la justice, des institutions. Si on prend l'affaire Abitbol qui a été révélée, il n'y a pas eu de répercussions judiciaires dans le sens où le mis en cause est décédé avant même la fin de l'information judiciaire et on n'aura aucune vérité judiciaire. En revanche, il y a d'autres satisfactions. Il y a eu des répercussions législatives avec une loi Abitbol qui a été votée il y a quelques jours et un autre projet de loi sport qui sera porté par la ministre sur ces questions-là après les Jeux Olympiques. Et ensuite, il y a une différence très claire à faire entre les faits qui peuvent concerner des personnalités publiques, c'est les faits dont vous entendrez parler le plus parce que la presse s'en emparera. Et ensuite, l'affaire Abitbol, elle a créé quoi ? Elle a créé une grosse libération de la parole et avec tout un tas d'inconnus qui se présentent à vous, qui vont voir les journalistes, qui sont à des niveaux de compétition bien inférieurs, c'est-à-dire que vous n'en entendrez jamais parler pour leurs exploits sportifs, et eux, ils viennent avec des histoires. Et donc ça, c'est nouveau parce que ça engage un petit peu la presse qui doit traiter ces histoires, mais qui doit trouver un moyen de le faire. Et comment elle va le faire ? Elle va le traiter de manière peut-être un peu plus systémique, c'est-à-dire qu'elle va rassembler plusieurs histoires et elle va en tirer des grands enseignements. Et là, elle va pouvoir faire des papiers, des reportages, des choses qui sont très anglais sur ce qui se passe dans plein de fédérations. Et donc, ça ne va plus concerner non seulement que le patinage ou la gymnastique, ça va concerner toutes les fédérations et à des échelons très très différents. Et c'est pour ça que ça c'est très compliqué à gérer, parce que quand on a une personnalité qui est mise en cause, Thierry le disait, elle va tout de suite mettre en place tout un tas de communications de crise qui sont parfois un peu lourdes à gérer pour nous, mais ça veut dire qu'on a du répondant, et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose et ça veut dire qu'on va gratter. Quand on est sur des strates un petit peu inférieures, et je le dis de manière pas du tout péjorative, là c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se heurte à pas grand chose et on se heurte aussi à des entraîneurs, à des encadrants qui n'ont pas du tout ce pouvoir de communication là, et donc là la vérité, on va aller essayer de l'établir, on va aller ramasser les faits et on va aller chercher des dossiers un peu voilà, qu'on estime représentatifs de ce qui se passe dans telle ou telle fédération. Et on a par exemple l'équipe MAG, nous, qui l'a fait récemment avec un dossier très long. Et ils sont allés voir sur l'athlétisme comment ça se passait avec des gens qui n'étaient pas connus du grand public. Et c'est presque plus passionnant que les enquêtes en réalité qui visent les personnalités publiques. S'il y a un point commun entre ces affaires de dopage, de corruption et de violence, c'est aussi peut-être le rôle des fédérations, le rôle que jouent les fédérations. Thierry, vous me disiez plutôt que l'affaire dont vous avez parlé de Pierre-Charles Boudot, donc elle patine avec peu de soutien pour les victimes dans le sport du galop. Emmanuel, vous me disiez une phrase très frappante, vous me disiez donc les fédérations sont des États dans l'État. Quand on ouvre une brèche, tout le monde s'empresse de la refermer.
Oui, ça a été très frappant parce que Sarah Abitbol, comme ça a eu un énorme impact, qu'on a réussi, je dis on a réussi parce que c'était le but, à faire sauter le président de la fédération qui était là depuis 20 ans, qui avait été déjà à un moment, qui était parti parce qu'il y avait une affaire de corruption dans les JO en 2002, mais qui était revenu par la petite porte. Enfin, tout le monde me disait, il est indéboulonnable, il ne sautera jamais. Et vraiment, jusqu'au dernier moment, les gens ont peur de parler parce qu'effectivement, vous connaissez ça mieux que moi, mais ce sont vraiment des États. Moi, j'ai découvert ce monde que je ne connaissais pas. Donc on a réussi à le faire sauter. Sauf que depuis, il n'a de cesse de revenir. Il a ses pions au sein de la fédération. Sarah Abitbol a été blacklistée depuis pendant des années. Elle n'avait même plus le droit d'aller patiner dans son club. Elle était interdite de fédération. Elle voulait faire des conférences, mettre en œuvre des moyens de prévention dans les clubs. Depuis 2020, en fait, c'est que depuis cette année, et il a fallu 2 nouvelles directions pour qu'enfin elle ne soit plus blacklistée dans sa fédération. Et il y a encore, et on l'entend encore, son propre club, moi me l'a dit, parce qu'après on a fait un documentaire, donc on a revu un peu tout ce monde-là entre-temps. Ils n'ont pas voulu participer en documentaire en disant vous avez sali notre sport. Et donc on ne veut pas vous parler. Et ils remettent ça au niveau encore de... Elle a été victime de son entraîneur. Bon, il y en a une, c'était il y a 30 ans. Pourquoi vous remuez toute cette merde ? Sauf que, en fait, on leur explique, mais vous êtes dans un système, ce sont vos propres enfants qui sont menacés, ce sont les futurs enfants qui sont menacés. On doit absolument changer tout un monde. Et ça, c'est encore très difficile de le faire passer parce que tout le monde, les institutions, se protègent. Et donc, il faut continuer, et c'est là où votre travail est très important, c'est-à-dire que même quand une fois qu'on a fait un gros, comme ça, ouvert une grosse brèche, il faut que les médias continuent leur pression. Et moi, par exemple, le sport, j'en ai fait pendant 3 ans, puis là, j'ai un peu abandonné, je fais autre chose, mais n'empêche que, par exemple, sur la Fédération des sports de glace, je continue de faire des papiers anglais pour continuer à ouvrir cette brèche, parce que sinon, elle se referme. Les fédérations, des États dans l'État Le sport est un monde à part. C'est un monde à part. Il faut bien comprendre que... donc, j'ai des collègues journalistes qui, ici, ont travaillé, par exemple, sur la politique, etc. Et vous pourrez me démentir, mais j'ai travaillé aussi un peu sur la politique et tout. Si vous voulez faire... Alors, je ne dis pas que c'est facile de faire de l'investigation politique, mais si vous voulez lever un lièvre dans le monde politique... Vous allez dans un parti sur tel personnage, vous allez voir le copain d'à côté, il va certainement vous filer des photocopies sur le copain d'à côté. Voilà, du même parti. Voilà. Ça, généralement, c'est... Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais on a des points d'entrée. Dans le sport, il y a une règle. La première règle, c'est la fameuse phrase qu'on entend très souvent, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. C'est une règle d'omerta qui est encore plus solide que dans la mafia. Parce qu'il n'y a pas de repenti dans le sport. Il y a très peu de repenti, il n'y en a quasiment pas. Et donc, on se tait. Ça, c'est la première règle dans ce monde qui est déjà un monde à part. Deuxièmement, ce qu'on apprend quand on pratique un sport, c'est qu'on apprend à jouer avec les règles. Et que, instinctivement, c'était le cas des Karabatic, il y a quelque chose qui s'installe, qu'il y a une confusion entre les règles du sport et la loi. C'est-à-dire les règles du sport et le droit commun. Donc, on règle ça entre nous. Les commissions de discipline, les règlements, etc., c'est la loi, c'est le début et la fin de la loi pour le monde du sport. Et souvent, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de conscience qu'à un moment, même si on pense qu'on est dans le règlement qu'on a inventé, arrangé, dans la commission de discipline, en fait, on a franchi les limites de la loi. Et ça, le monde du sport et des fédérations ont beaucoup de mal à l'accepter. Et il y a une règle supérieure qui est celle du CIO, du Comité international olympique, qui défend l'indépendance du sport par rapport aux États, c'est-à-dire une sorte de supranationalité qui fait que le sport se régule lui-même. Or, le sport a beaucoup de mal à se réguler lui-même. En général, il ne se régule pas lui-même, il s'arrange entre lui. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, les affaires qui sortent dans le sport et la régulation, le changement dans le sport, moi je suis désolé de l'entendre, mais je ne suis pas le seul. On nous dit souvent, je pense que vous l'avez entendu, si vous, journalistes, vous ne faites rien, il ne se passera rien, rien ne pourra changer. Et c'est ça qui est dramatique, parce que le sport a du mal à l'entendre, mais il est incapable de se diriger lui-même et de se réguler lui-même. Voilà.
Les fédérations, en général, en sont incapables. Rien ne peut changer, mais en même temps, certains peuvent vous reprocher qu'à cause de votre travail, à cause de vos enquêtes, il peut ne plus y avoir de médailles. Quand vous révélez des affaires de grands sportifs, de grands noms, les frères Karabatic, l'affaire Pierre-Charles Boudot, qui est le meilleur cavalier français, Sarah Abitbol, qui était championne du monde, avant ces révélations, on privilégie les résultats avant tout. C'est un peu ça l'idée. Alors oui, après il y a un célèbre candidat à la présidentielle, je crois, qui n'a pas été élu sur la base d'une affaire qui est sortie quelques semaines avant la présidentielle. Ce que je veux dire par là, c'est que si on commence en tant que journaliste à prendre en considération les médailles, on ne travaille plus. Donc on est obligé d'écarter totalement ce critère. Est-ce que pour les fédérations, elles l'écartent totalement ? Je ne pense pas. Et en fait, là où on se heurte à un énorme problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a grosso modo 2 écoles. Il y a l'école de la ministre, qui considère qu'il faut responsabiliser un maximum les fédérations et leur laisser le pouvoir disciplinaire. C'est-à-dire que c'est à eux de gérer leur tambouille. Il y a ensuite toute une autre école qui considère qu'il faut enlever les pouvoirs disciplinaires et éthiques des fédérations pour les placer sur une autre entité, qui pourrait être une nouvelle entité, une autorité administrative indépendante, ou par exemple, on pourrait imaginer que ça aille au CNO, au Conseil national olympique. C'est possible aussi. Il y a un débat qui n'est pas tranché là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des problèmes tous les jours. C'est-à-dire qu'on va avoir parfois, sur une même affaire, une enquête disciplinaire qui va être menée par la Fédé, une enquête administrative qui va être menée par le ministère, et une enquête pénale qui va être menée par l'autorité judiciaire. Ça arrive très souvent. Ça arrive que l'une dise blanc, l'autre noir, l'autre gris. Quand vous êtes journaliste, bon courage pour dépatouiller tout ça. Ça arrive également qu'on vous dise... on n'ouvre pas d'enquête tout de suite car on a un calendrier sportif qui va s'ouvrir là très bientôt. Et donc, comme on sait que le temps de la justice est particulièrement long, ça le mettra complètement out. Je vais vous donner un exemple très précis récemment. L'équipe a sorti le fait qu'une enquête préliminaire avait été ouverte contre un athlète bien connu qui participera au JO. Il n'y avait pas de plainte à la base, c'est-à-dire une jeune femme qui s'est plaint de faits, a des connaissances, qui s'en est plaint à sa fédération, mais qui n'a pas porté l'affaire au pénal. On a ensuite une fédération qui ouvre une enquête et qui conclut qu'il n'y a rien de répréhensible. Dans le même temps, on a l'INSEP qui lui fait un article 40 qui saisit la justice en disant avoir acquis la conviction qu'il y avait quelque chose de répréhensible. Il y a une enquête préliminaire qui est ouverte derrière, et donc vous faites quoi avec ça ? Sachant qu'on est à quelques jours des JO maintenant. Voilà. Ça, c'est des cas de conscience qui se posent à tout le monde, que ce soit les journalistes, les fédés ou l'autorité judiciaire, et c'est ça notre quotidien. Et donc on doit faire avec toutes ces contingences-là, et c'est pas évident pour avoir le traitement médiatique le plus juste qui soit. Si je peux juste me permettre aussi, le problème de la médaille, c'est que ça, vraiment, comme c'est ce qu'il y a de plus recherché, de plus dans le sport, voilà, celui qui obtient la médaille, c'est aussi celui qui l'a fait gagner la médaille. Donc les entraîneurs qui sont considérés comme efficaces, on les protège. Parce que ce sont eux qui vont amener les sportifs. Voilà. Et donc, comme l'entraîneur, et c'est tout le problème du sport aussi, il a le droit de tout sur le corps de l'athlète. Il décide de sa nourriture, il décide de son rythme, de son sommeil. C'est lui qui est surtout quand l'athlète est jeune, il prend la place des parents. Cet entraîneur, il est tout puissant. Et si en plus, il fait gagner des médailles à une fédération, il est encore archi-protégé aujourd'hui. J'ai un exemple tout frais. Il y a un entraîneur de gym qui vient d'être suspendu de ses fonctions actuellement pour des suspicions d'atteinte sexuelle ou de mauvais comportement. Alors, je pense que c'est une affaire. Alors, Marc la connaît un peu parce qu'il la traite, et moi, j'en connais aussi une partie. Enfin, je pense que j'en connais une partie. Donc, il a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions, présomption d'innocence, mais titre conservatoire, par le ministère, parce que c'est un cadre d'État. Il m'est revenu aux oreilles, parce que j'ai quand même quelques sources, que lors d'une réunion au ministère, un responsable de la fédération de gym, que je ne donnerai pas sa fonction, ça serait le désigner, a dit, pour le défendre, à la direction des sports, écoutez, c'est mon meilleur pareur. Ça veut dire que quand les filles font
font des figures à la poutre ou aux barres asymétriques. Si elles risquent de tomber, il faut quelqu'un pour les rattraper, il faut assurer la... Donc, évidemment, de temps en temps, ils les rattrapent avec la main un peu basse. Hein, j'ai des vidéos là-dessus. Voilà, mais ça, c'est pas grave. À la fédération de gym, on considère que c'est le meilleur pareur, donc on est dans une préparation olympique, donc le retirer de l'équipe de France, ça va traumatiser les filles et ça va déstabiliser le système. Voilà. Ça, c'est un exemple tout frais qui date d'il y a 10 jours, en réunion au ministère des Sports. Hop là, et pour rebondir là-dessus, effectivement, est-ce que ça pose un problème crucial? C'est que donc il y a des plaintes qui ont été déposées, en tout cas qui ont été faites auprès du ministère des Sports de la part de jeunes femmes qui s'estimaient victimes des agissements de ce monsieur. Et à côté de ça, il y a toutes les athlètes aujourd'hui qui sont entraînées par ce monsieur et qui vont dire « Ah non, non, vous ne nous enlevez pas notre athlète, notre entraîneur, c'est un gars formidable ». Et alors là, ça pose un autre problème, c'est que du coup, il y a l'accumulation de témoignages qui peuvent un peu étouffer la parole des jeunes femmes qui ont pu se prononcer à son égard. Et donc là, on se retrouve avec des athlètes de l'équipe de France qui disent à quel point leur entraîneur est compétent et bon, sans savoir précisément les faits qui lui sont reprochés. Et on a sa défense, évidemment juridique, qui dit que c'est une atteinte intolérable à la présomption d'innocence, dans le sens où cet entraîneur-là est suspendu sine die de ses fonctions sans avoir pu encore expliciter sa défense. Donc vous voyez, il n'y a pas de... C'est super compliqué. Et pour rebondir sur ce que disait Emmanuel et parler du système, des parents, etc., moi, on m'a fait passer une photo d'une publication de parents d'une des jeunes femmes athlètes de l'équipe de France en soutien. Alors, ils pensent que c'est soutenir leur entraîneur que de publier une photo de leur fille et de cet entraîneur de dos sur un tapis, se promenant main dans la main. Voilà. Donc, vous voyez le système extrêmement compliqué dans lequel on est. Et tout ça, pourquoi ? Parce que c'est la compétition et parce que c'est dans 3 mois, c'est les Jeux, quoi. Donc, vous avez aussi un paquet de parents, alors là, dans plein de sports, qui ont des troubles de la vue et de la compréhension simplement parce que leur fils ou leur fille a une possibilité de participer à une grande compétition, quoi. Ce qui complexifie encore les choses. Venons-en un peu à votre travail. Il y a le mot source et information que j'ai écouté pas mal de fois depuis le début. Parlez-nous un peu de votre travail. Vous n'arrivez forcément pas à révéler toutes ces affaires sans des informations, sans des informateurs qui sont fiables. Qu'est-ce qui fait qu'on vient vers vous et pas vers quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est le sérieux du journaliste ? Est-ce que c'est son réseau ? Est-ce que c'est pour d'autres raisons ? Alors, je pense que je ne répondrai peut-être pas la même chose que vous. C'est-à-dire, moi, comme je ne suis pas spécialiste du sport, mais qu'en revanche, depuis des années, je traite ces questions de violence sexuelle, il y a une espèce de bouche à oreille de victimes, entre guillemets, parce que Sarah, par exemple, est venue parce que j'avais travaillé sur l'affaire David Hamilton, main dans la main avec Flavie Flament, et Flavie Flament lui a dit, appelle Emmanuel. Voilà, donc moi, c'est l'angle... on va dire défense des victimes, recueil de la parole, qui fait que et encore aujourd'hui, parce que je travaille en ce moment sur le MeToo du cinéma, par exemple, et finalement c'est comme ça que les gens viennent me parler, avec peut-être une image un peu de recueil de la parole un peu humaine, enfin voilà, voilà, qui fait qu'on vient me chercher pour ces questions-là. Et après, j'imagine que pour vous, le travail des sources est évidemment différent. Alors, il y a déjà un rêve qui n'en est en réalité pas un, c'est qu'on a parfois tendance à croire à un journaliste boîte aux lettres, c'est-à-dire que parce qu'on a des grands titres, on a Stade 2, France 2, l'Obs, l'équipe, les infos viennent toutes seules à vous. C'est pas vraiment vrai. Alors ça arrive de temps en temps, c'est super quand c'est le cas. En réalité, la plupart de nos sujets sont des sujets d'initiative. Il n'y a que quelques grands titres d'investigation historiques, peut-être Mediapart, qui n'est pas historique, mais et certainement le Canard enchaîné, évidemment. Voilà, où là, pour le coup, les informations arrivent en paquet chez eux. Nous, on travaille d'initiative. C'est un réseau qui est long à cultiver. Moi, je viens plutôt de la presse généraliste. Ça fait 1 an et demi que je suis à l'équipe, donc j'avais à peu près 0 contact dans le sport. C'est des carnets d'adresses qui se recyclent pas mal. Moi, j'avais un carnet principalement de magistrats, de flics, d'avocats, un peu de politique. Tout ça, on le recycle assez facilement sur le sport, ce qu'on peut imaginer
qu'un flic à la BRB qui fait du grand banditisme, ça va peut-être être le même que je vais solliciter sur des affaires Pogba ou les affaires Amraoui au PSG ou les affaires sur les barbouzeries du PSG. Voilà, donc c'est des choses qui se font bien. Maintenant, effectivement, plus on cultive ce réseau-là, plus il y a des gens stricto sensu qui viennent du sportif qui vont venir à nous. Alors ça va être des athlètes, hein, ça va être des agents, ça va être des fédés, ça va être des institutionnels, des politiques. Il y a en vérité beaucoup de monde qui s'intéresse à ces sujets-là. Et la petite particularité à l'équipe, c'est que si vous voulez, l'équipe, à la base, c'est un journal évidemment de sport, hein, ça l'est toujours. Et les journalistes sont là pour raconter la grande histoire du sport et la légende du sport. Et après, nous, on a créé il y a 5 ans maintenant ce petit service à l'équipe pour faire un peu d'enquête et d'investigation, pour aller faire un peu le piquant et les sujets peut-être qu'on ne voulait pas tout à fait faire. Ce qu'on remarque, moi, alors, de ma maigre expérience à l'équipe, c'est que ça irrigue énormément et qu'aujourd'hui, alors nous on travaille un petit peu en silo dans notre coin, mais on co-signe aussi avec beaucoup de rubricards, omnisport, le basket, le tennis, le foot, la gym, bref, un peu tous les sports et les sports olympiques. Et je vois que de plus en plus, tous les rubricards veulent aussi aller chercher toutes ces infos-là, et qu'en fait, la cellule enquête, elle est très belle et elle marche bien, mais c'est qu'une infime partie de toutes les informations qui sortent dans l'équipe, et ça, j'y vois un très bon signe. Thierry, vous me disiez que le plus difficile, c'est pas d'avoir des informations privilégiées, mais de comprendre le contexte pour ne pas se faire manipuler. Entre autres, oui. Alors moi, j'ai un fonctionnement. Enfin, chaque journaliste, de toute façon, a un fonctionnement différent avec un média différent. Moi, je suis à la fois immergé dans la rédaction des sports à France Télé et en même temps à part, parce que je suis le seul à faire de l'investigation, et donc je peux travailler un peu en relation avec mes collègues rubricards, comme dit Marc, mais relativement peu. Je suis un peu un satellite. Je suis pas plus malin ou plus original que les autres de mes collègues qui couvrent des choses, mais voilà, ça s'est fait comme ça un peu au fil des ans. C'est un poste qui s'est un peu créé. Moi, ça fait une 12aine d'années maintenant que j'y suis. Comme il n'y avait pas de tradition vraiment d'investigation, à part très ponctuelle, il a fallu vraiment que je me constitue un réseau pendant des années. Ça a été très long. Et moi, je fonctionne, je veux dire, en gros, avec une équipe d'informateurs ou de gens qui sont peut-être un peu ma deuxième famille, parce que je passe beaucoup de temps avec eux au téléphone ou à les rencontrer au fil des ans. Et comment dire, moi, mon objectif, c'est que je sois le journaliste le plus sympa. Donc celui avec qui on a envie de boire un coup, prendre un café, discuter, passer du temps. Et qu'on sait que développer de l'empathie avec des gens, parce que c'est très difficile de faire parler les gens dans le sport, il faut qu'ils aient 100% confiance en vous. Il faut qu'ils puissent vous confier des informations. Si vous disent que vous ne pouvez pas les révéler parce que ça peut les mettre en difficulté, même des grosses informations, il faut pouvoir les garder sous le coude pendant des années parfois, avant de pouvoir les sortir. Ça a été le cas par exemple sur des suspicions de matchs truqués dans le championnat d'Europe féminin de handball en 2018, qu'on a sorti début 2023. Voilà, par exemple. Avec, encore une fois, la Fédération européenne qui a rapatrié des arbitres qui étaient suspectés par la justice chez elle, à Zagreb, en Croatie, etc. Voilà, donc moi, je travaille plutôt comme ça, et donc avec quelques personnes fiables qui ont des informations, qui sont à des carrefours, et qui sont en quelque sorte mon équipe. Et moi, mon but, c'est d'être, comme on sort peu d'histoires dans l'année, mais qu'on sort des informations qui sont exclusives, donc on a un volume qui est beaucoup moins important à traiter que celui de Marc ou de Quotidien, par exemple. C'est un travail différent, mais nous, on va sortir des histoires. Il faut qu'on raconte une histoire, pas seulement une info, qu'on donne un contexte pour comprendre dans quoi ça se passe, qu'est-ce que ça raconte de notre époque aujourd'hui aussi, si possible, et que ça marque un peu l'époque. C'est pas seulement une info brute. Une info brute, à la limite, m'intéresse pas trop. Mais après, il faut reconstituer tout ce qu'il y a autour pour comprendre pourquoi c'est arrivé et pourquoi ça se passe.
Il y a quelque chose à laquelle tu fais allusion qui est très important, c'est aussi la protection des gens qui nous parlent, de nos sources. Quand une victime vient, elle est extrêmement fragile. Elle est parfois face à une institution, à des agresseurs, à un agresseur qui est très haut placé, qui est puissant. Et ce que tu dis, c'est-à-dire que parler tout de suite, mettre quelqu'un dans la lumière, en fait, c'est très dangereux pour cette personne. Et donc, il y a toujours un travail de protection aussi de cette source. Souvent, l'idée, c'est justement d'aller trouver d'autres victimes pour qu'elle ne soit pas la seule à parler, par exemple. C'est de l'amener à porter plainte pour qu'elle soit aussi protégée par le fait d'avoir fait une démarche vis-à-vis de la justice. C'est le fait d'enquêter sur tout le contexte autour. Et là, entre guillemets, des affaires au chaud, on en a tous, qu'on ne sort pas parce qu'on sait que les sortir, ce serait mettre en danger les gens qui nous ont confié leurs affaires. Et c'est très important pour un journaliste de savoir retenir des informations et de ne les sortir qu'au bon moment. Pour lui, c'est très bien, mais au bon moment, surtout pour les gens qui nous font confiance. Parlons un peu de dopage et revenons en 2014. On se rappelle d'un des plus grands scandales sportifs de l'histoire, le vaste système de dopage institutionnalisé en Russie. Cette information a été révélée grâce à 2 lanceurs d'alerte, Vitali et Yulia Stepanov, qui, eux, ont alerté l'Agence mondiale antidopage, qui les avait mis en relation avec la ARD, donc la télévision allemande. Et on comprend qu'à l'époque, cette agence-là peut-être n'avait pas les moyens de pouvoir examiner dans le fond ces questions. Est-ce que ces organismes antidopage ont plus de moyens aujourd'hui? Est-ce que le journalisme d'investigation a un rôle encore à jouer à ce niveau? Alors, à l'époque, il faut savoir que le patron de l'AMA à l'époque, le président de l'AMA s'appelait Craig Reedy, un sympathique anglo-saxon qui était aussi membre du CIO. Et je ne sais pas si l'Agence mondiale antidopage à l'époque avait les moyens de traiter ou pas, mais en tout cas, une de ses premières réactions quand l'ARD a annoncé qu'elle allait sortir un sujet avec des lanceurs d'alerte russes sur le dopage en Russie et tout, a été de commander un sondage pour savoir si le programme serait très suivi ou pas, c'est-à-dire s'il aurait une grosse répercussion ou pas. Voilà. Ça situe un peu la préoccupation de ce personnage à l'époque de l'Agence mondiale antidopage. Voilà. Donc, il n'était pas s'affronter aux Russes, au dopage russe. Je vous signale que le scandale de 2014, donc il a été avéré ensuite que l'agence antidopage russe, à Sochi, aux Jeux de Sochi, avait fait un trou dans le placo-plâtre pour échanger les échantillons des athlètes russes. Hein. En gros, ils en étaient arrivés là. C'est-à-dire qu'ils étaient assez tranquilles quand même sur le fait qu'ils étaient assez confortables qu'on ne viendrait pas leur chercher des noises, quoi. Voilà. Donc c'était un dopage institutionnalisé, généralisé, qui concernait 90%, pour être modeste, des athlètes russes de haut niveau, quoi. Voilà. Donc, est-ce que l'AMA n'avait pas les moyens? L'AMA a des moyens, mais aujourd'hui, alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais a des moyens beaucoup pour son administration, beaucoup pour la communication, beaucoup pour le juridique, et très peu pour l'investigation et pour la recherche réellement. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier exemple en date, quand on est entre nous, donc ça ne sera pas divulgué, quand on travaille dans le sport, qu'on va sur les terrains, qu'on est au bord des pistes, etc., beaucoup des entraîneurs aujourd'hui ont des suspicions, dans pratiquement tous les sports, ont des suspicions ou trouvent les performances des athlètes espagnols bizarres, depuis très longtemps. En gros, depuis les Jeux de 92. Il se trouve qu'il a fallu qu'il y ait un média, un journaliste anglais qui fasse une investigation sur l'agence antidopage espagnole, qui ait accès à une enquête interne de l'Agence mondiale antidopage qui était restée secrète jusque-là, qui démontre que des sportifs espagnols étaient prévenus par leur fédération de contrôle inopiné. Donc une fédération ne peut être au courant de contrôle inopiné que si l'Agence antidopage elle-même l'a averti. Ça paraît assez logique. Donc il a fallu tout ça, que ça sorte dans la presse, pour que le patron de l'Agence antidopage espagnole, la CELAD, soit amené à démissionner. Et on s'est aperçu que c'était un ancien
on va dire, apprenti de Femio Fuentes, qui était un docteur dopeur à l'origine d'un gros scandale de dopage en Espagne. Voilà. Donc voilà un peu où on est aujourd'hui, l'Agence mondiale antidopage, qui fait des bonnes choses sous certains aspects, mais dont son activité mériterait peut-être d'être remise à jour ou d'être un peu rénovée, quoi. Voilà. Je livre une dernière anecdote. Lors de mon enquête sur les moteurs dans les vélos, j'étais aux prises à l'époque avec l'UCI, qui était dirigé par des Anglais à l'époque. Et il y a un Français qui travaillait à la communication à l'UCI à ce moment-là, que j'ai eu au téléphone à un moment, et qui m'a mis une sorte de pression. Pas vraiment des menaces, mais enfin, vous comprenez, Thierry, vous diffusez le vélo, ça serait malvenu de diffuser ce reportage alors que vous êtes diffuseur. On est quand même dans le même camp, ça pourrait être embêtant pour vous. Mais ça serait embêtant pour moi, pourquoi ? Je vous dis tout ça parce que tout ça, je l'ai sur bande, hein, évidemment. Ça pourrait être embêtant pour vous. Mais j'ai dit, ça serait embêtant pour moi. Et je risque quoi ? Non, mais vous comprenez bien ce que je veux dire, etc., etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce personnage est un des représentants pour l'Europe de l'Agence mondiale antidopage. Voilà. Sur le dopage, alors on remarque quand même quelque chose qui est assez fascinant. Je pense que les affaires de dopage, ça passionne absolument tout le monde, ça c'est certain. Combien de grandes affaires de dopage en France ? Je pense que ça se compte peut-être sur les doigts d'une main. Là, de grandes affaires de dopage qui me viennent, qui débouchent sur quelque chose. L'autre fait, c'est que ça met souvent très 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 longtemps en justice pour parfois qu'il se passe plus rien derrière. Et alors c'est à cause de quoi ? Est-ce que c'est à cause des journalistes qui travaillent mal ? Est-ce que c'est à cause des enquêteurs qui travaillent mal ? Ou est-ce que c'est à cause de la justice d'ailleurs qui ne fait pas son boulot ? Moi, j'ai quelques éléments de réponse quand même. Les enquêteurs, quand on discute avec eux, que ce soit les gendarmes qui sont chargés de ces questions-là, sur les magistrats, ça va être dans les pôles de santé publique, principalement Paris-Marseille, et ensuite on a évidemment les enquêteurs de la FLD. La vérité, c'est qu'ils ont en vérité très peu de moyens et qu'il y a très peu de contrôle sur place. Forcément, quand il y a peu de contrôle, on ne trouve pas grand-chose. Ensuite, derrière, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de dopage ? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que le dopage a changé de forme ? On parlait du dopage mécanique il y a un instant. Il y a une grosse enquête dans le cyclisme qui a été ouverte là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça débouche sur quelque chose. Et pourtant, il y a sans arrêt, quand on voit à chaque compétition certaines images, forcément, on est tous un petit peu interpellés. L'autre constante, c'est que je ne pense pas que les journalistes sont forcément très encouragés à travailler sur ces sujets. J'ai un exemple très chaud là. Le Monde, il y a des années, avait sorti une grosse affaire où ils insinuaient qu'il y avait des affaires de dopage dans l'entourage du Real Madrid. À l'époque, ils ont été poursuivis en justice. Ils n'ont pas été poursuivis en justice à Paris, ils ont été poursuivis en justice en Espagne, ce qui est bien, en général bien pratique. C'est toujours plus facile de jouer à domicile dans ces cas-là. Ils ont été condamnés à une amende de 250 ou 350 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à Paris, quand on est poursuivi pour diffamation, grosso modo, on risque 5 000 ou 10 000 balles. C'est nettement moins dissuasif. Et là, l'État français a refusé l'exéquatur de cette décision, c'est-à-dire qu'ils ont dit non, le Monde ne va pas payer cette somme, parce que tout simplement, c'est totalement disproportionné par rapport à l'information qui est sortie. Et donc là, il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui doit se prononcer sur le fait, est-ce qu'un journal peut être condamné à de tels montants ? Je vous le dis tout de suite, si la réponse c'est oui, il y a beaucoup de journaux ou de journalistes indépendants qui vont avoir peur d'aller sur ces sujets. L'autre jurisprudence en cours, c'est, alors je ne sais plus, c'est dans un pays de l'Est, une athlète qui a été suspendue pour dopage, et elle a saisi à nouveau les juridictions européennes qui doivent se prononcer sur le fait de savoir est-ce que le fait de publier le nom des athlètes qui sont suspendus, donc quand on a la FLD chez nous, une autre autorité de dopage qui dit par exemple tel athlète dans telle discipline a été suspendu, est-ce que c'est compatible avec la RGPD et avec sa vie privée que de publier son nom ? Alors qu'on sait très bien que c'est à peu près le seul mécanisme de dissuasion qui existe, c'est tout simplement d'accabler la personne et de mettre son nom sur la place publique. Je pense que si les magistrats, une fois encore, des juridictions européennes répondaient que non, ce n'est pas compatible, ça serait encore un sacré bâton dans nos roues.
Avant de passer la parole à la salle, juste une question rapide, réponse rapide s'il vous plaît. Voilà, on attend très impatiemment les JO. On parle de dopage, de corruption. On n'a pas pu parler justement de corruption. Mais voilà, il y a cette irréprochabilité voulue du comité olympique qui a volé en éclats après les dernières révélations. Est-ce qu'avec ces JO, est-ce qu'on peut s'attendre à des affaires de corruption, à des matchs truqués, J'ai demandé à ce que la réponse soit courte, mais un peu de détails. Bon, en ce qui concerne l'organisation des Jeux, il y a des affaires en cours dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a 4 enquêtes actuellement ouvertes sur des suspicions de corruption en général, c'est-à-dire soit de marché truqué, de conflits d'intérêts, de choses comme ça, y compris le statut du président des Jeux, Tony Estanguet, est questionné par la justice. Son statut, c'est un statut très particulier que moi j'ai découvert, j'ai travaillé un petit peu, c'est-à-dire que j'ai découvert qu'on pouvait être entrepreneur indépendant et facturer son salaire à une association en même temps. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que l'ensemble du monde associatif, sportif, qui organise des kermesses et vend des sandwichs aux merguez pour financer le club du coin en pensera, mais bon, voilà. Je pense que ça mérite réflexion, en tout cas. Lui-même étant issu de ce milieu, étant issu d'un milieu associatif et sportif qui n'est pas richissime, le canoë-kayak. Voilà. Donc ça sera la troisième partie des Jeux, longtemps après la fin des Jeux. Concernant les Jeux actuels, est-ce qu'il y a des risques de corruption ou de matchs truqués, tout ça? Il y en a. Les Jeux Olympiques ne sont pas la compétition la plus concernée, même s'il y a eu des suspicions badminton, par exemple, etc., par ce phénomène. Il faut savoir quand même qu'il y a quand même de lourdes suspicions qui pèsent sur beaucoup des arbitres de hand, notamment des pays de l'Est, qui arbitrent toutes les grandes compétitions, qui sont des arbitres de très très haut niveau, et dont moi, certains joueurs m'ont dit qu'ils peuvent maîtriser un score au but près. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le mécanisme, mais je pourrais vous expliquer et tout, etc. Donc il y a toujours des risques qui existent, mais les compétitions qui sont les championnats, les compétitions qui se reproduisent chaque année ou tous les 2 ans ou à intervalles réguliers, dans les grands sports, sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus faciles, parce qu'il y a des joueurs qui sont introduits sous influence d'un agent, sous influence d'un président, etc., etc. Donc c'est plutôt dans ce domaine-là. Si on veut développer, on développera. Les jeux, un peu moins, mais il y a toujours des risques, bien sûr. Marc, réponse courte. Réponse très courte. Il n'y a aucune session des Jeux Olympiques des 15 dernières années qui a été épargnée par des faits de probité. Si on prend Londres, Rio, Tokyo, tous des enquêtes pour corruption. La promesse de Jeux exemplaires à Paris, personne n'y croit plus trop, puisque Thierry le disait, il y a plusieurs enquêtes préliminaires qui sont ouvertes. La grande différence, c'est qu'avant, sur aussi bien Tokyo que Rio, les faits de corruption, ils étaient au moment de savoir comment acheter les voix, de ceux qui votent pour savoir quelle ville aura les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que, grosso modo, on graissait la patte de tel ou tel président de Fédé qui avait beaucoup d'entre-gens, qui était capable de rassembler 20 personnes dans la salle, et on était sûr d'avoir les Jeux Olympiques. Ça, c'est la grande affaire Lamine Diack, sur laquelle tous nos journaux ont beaucoup travaillé. Aujourd'hui, les Jeux, la vérité, c'est que plus personne n'en veut. Donc, c'est-à-dire que on se bat plus vraiment pour avoir les Jeux, c'est qu'on est à peu près les seuls candidats quand on les organise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait eu le petit deal avec Los Angeles 2028 et Paris 2024. Los Angeles ne voulait pas de 2024 parce qu'ils estimaient que c'était trop juste pour faire sortir de terre toutes les installations. Donc les faits de corruption, de probité, de prise illégale d'intérêt, de détournement éventuel de fonds publics, ils se portent moins là-dessus que tout simplement sur les marchés. Et donc c'est des contentieux qui sont très très techniques, savoir si on privilégie tel ou tel ami, telle personne qu'on connaît très bien, est-ce qu'on ne contourne pas un peu les règles de marché. Et évidemment, quand on fait pousser et sortir de terre des quartiers entiers, comme c'est le cas à Paris, à Saint-Denis, à Saint-Ouen en particulier, et ben oui, il y a des problèmes qui se posent, c'est naturel. Alors, à vous, des questions dans la salle? Monsieur? C'est en même temps une question et une annonce, dans la mesure où
Ce matin, il y avait les violences sexuelles, il y avait un atelier violences sexuelles. Là, vous traitez de crimes et délits aussi qui ont lieu dans le sport. Et ce soir, au Cinéma Studio, avec le film Sport, le revers de la médaille, on va traiter, c'est une sorte de fil conducteur, et je suis très heureux d'avoir assisté à ces 2 séances, parce que la 3e va traiter des crimes, je dirais, ordinaires, bien qu'on ne peut pas les qualifier juridiquement de crimes, de l'oppression que subissent les athlètes de toutes sortes dans leur préparation et dans leur travail d'athlète. Voilà. Et donc, c'est intéressant d'avoir eu toute cette partie crimes et délits, mais qui sont qualifiables. Ce qu'on va traiter ce soir est moins qualifiable par la justice. Moi, c'est surtout sur l'investigation à la télé, donc plus pour Thierry. Comment on organise justement un reportage? Parce que forcément, souvent, on ne peut pas trop filmer. Je pensais notamment pour le tennis au fléau des paris sportifs, avec les matchs en Challenger. Comment on fait? Je me rappelle, il y avait des flous, il y avait beaucoup d'infographies. Comment on s'organise? D'où viennent les sources? Voilà, toutes ces petites questions-là. Alors, c'est vrai que faire de l'investigation dans un domaine, à la télé, c'est pas facile parce que les gens peuvent avoir. Alors, il y a tout un travail déjà d'approche pour arriver à convaincre les gens ou à faire en sorte qu'ils se convainquent eux-mêmes de vouloir témoigner ou d'être filmés devant la caméra. Après, on a besoin, si on peut, de quelques séquences de vie, etc., pour animer un peu le sujet, pouvoir aussi poser quelques mots de commentaire pour donner des éléments de contexte, puis donner à voir que, tout simplement, si on fait quelqu'un en visage caché, il faut qu'on ait quand même quelques éléments qui laisse prouver que c'est pas un comédien ou une comédienne qu'on a mis devant une fenêtre au noir, quoi, en quelque sorte. Donc, il y a tout un travail de préparation. Il y a un travail, par exemple, qui peut être d'illustration. Alors, sur la gym, par exemple, on avait négocié avec un club de pouvoir aller filmer toute une matinée avec des athlètes qui venaient faire des mouvements. Les athlètes étaient flous, mais on avait des gros plans sur les mains. On avait les mouvements qu'on voyait qui nous permettaient d'illustrer. Ensuite, y a un travail de préparation. C'est pour ça que souvent, ça prend du temps. Moi, sur la gym, par exemple, qui est l'exemple le plus récent, j'ai eu plus d'une vingtaine de personnes au téléphone. Il y en a une dizaine qui étaient OK pour témoigner. J'ai commencé à avoir des personnes en novembre, décembre. Et toutes celles qui étaient OK, je leur ai dit, je vous préviens, ça va prendre du temps. Vous réfléchissez bien. Et je reviens vers vous au printemps. J'ai volontairement, au lieu de mettre la pression pour obtenir le témoignage, je leur ai volontairement laissé du temps pour être sûr, pour qu'elles en parlent autour d'elles, que ce soit quelque chose de tout à fait détendu et normal, qu'on dédramatise, parce qu'après c'est un moment important, pour qu'elles soient, comme je savais que j'allais m'affronter à la fédération en face, je voulais avoir plusieurs témoignages. Je voulais avoir des éléments, le temps de regrouper des éléments factuels comme des attestations médicales, des radiographies, des choses comme ça. Et je voulais leur laisser le temps pour être sûr et qu'en fait que ce soit aussi un peu leur reportage à elles, en quelque sorte. Voilà. Donc, et après, il y avait avec Valentine, par exemple. Elle était OK pour témoigner. Alors, ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est qu'elle témoignait à visage découvert. Et ses parents n'étaient pas au courant de cette histoire. Elle les a prévenus juste avant la diffusion. Ils ont découvert son histoire, ce qu'elle avait subi à l'antenne. Donc, et elle faisait elle est en reconversion pour faire de la danse contemporaine, pour devenir danseuse contemporaine. Donc là, pour nous, c'était super parce qu'on pouvait. D'abord, on allait à Barcelone. Ça nous a permis de passer une soirée à Barcelone. Voilà, déjà une. Et ensuite, on a pu aller à son école, on a discuté avec ses profs, on l'a filmé en train de danser. Tout ça dans ce contexte-là. Donc voilà, il faut prendre du temps, il faut discuter avec les gens, et souvent ce sont les gens qui vous trouvent les solutions, parce que si on peut avoir l'impression qu'on est dans le rush, qu'on met la pression, qu'on essaie d'obtenir et tout, etc. En fait, moi je ne travaille pas comme ça, je laisse venir, et ce sont les gens qui décident, parce qu'ils doivent être entièrement conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, ils doivent maîtriser ça, ils doivent avoir une prise sur le reportage, ils doivent aussi me connaître, pour avoir confiance en moi. Et tout ça, ça ne se fait pas en 24 heures en claquant des doigts. Donc c'est un travail, il faut avoir du temps. Moi, j'ai la chance
peut-être contrairement à Marc ou à d'autres, c'est que je n'ai pas de pression de publication. Je suis un cas peut-être unique. C'est-à-dire que c'est moi qui dis quand est-ce que le reportage est prêt, quand les gens sont prêts à témoigner, quand est-ce qu'on peut commencer à prévoir la diffusion. Ça, c'est un luxe que je pense on est très très peu à avoir. Voilà. Mais ça offre un confort et une confiance avec les gens. Et Emmanuel le disait derrière, bon, j'ai une maman d'un gymnaste garçon que j'ai eu au téléphone dans le train ce matin, qui veut me parler demain de choses que censément son fils aurait subies. Voilà. Et après, vous récoltez les bénéfices du travail que vous faites et des relations que vous instaurez avec les gens. Toute petite incise, télé ou pas télé, le temps, c'est absolument essentiel. Sarah, il a fallu 1 an d'échange pour arriver au livre. Un an d'échange. Pendant 1 an, elle ne pouvait même pas mettre les mots sur ce qu'elle avait vécu. Donc c'est vous dire à quel point c'est important d'avoir ce temps. Et c'est vrai, hélas, que dans notre métier, de moins en moins de gens l'ont, alors que c'est essentiel. Autre question ? Merci pour votre conférence. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Enfin, c'est une question qui s'adresse un peu à tous les trois. Vous avez parlé d'omerta, de repenti, qui sont évidemment des thèmes qui font référence à la mafia. Je voulais savoir un peu quel type de pression vous avez pu subir au cours de vos enquêtes. Moi, je dors bien le soir, donc tout va bien. La pression, non, alors ça a pu m'arriver depuis que je suis arrivé à l'équipe qu'il y a des mecs des fois qui me disent si ça se passe comme ça, vous n'aurez pas l'interview de tel ou tel joueur. Bon, alors moi il se trouve que je suis au service enquête, donc malheureusement j'en ai rien à foutre. C'est pas très sympa pour le collègue du foot ou de la rubrique, mais moi je m'en fiche. Non, la principale pression, elle est évidemment judiciaire. En tout cas, moi en ce qui me concerne, je reçois de temps en temps quelques messages anonymes ou quelques trucs. J'ai eu 2-3 phases peut-être un peu de cyberharcèlement où on reçoit des notifs Twitter en pagaille, et dans ce cas-là, moi je désactive mon Twitter pendant 2 jours et puis au bout de 72 heures c'est passé. Donc moi je m'estime très serein de ce côté-là. Non, judiciairement par contre ça c'est une pression. C'est une pression car avant l'action justice très souvent il y a des lettres qui sont adressées à vos actionnaires, à vos directeurs généraux, à vos directeurs des publications. Alors si on a de la chance, on a des directeurs qui sont très hermétiques à ça et puis qui vous l'apportent un peu en rigolant et en vous disant qu'est-ce que tu es en train de nous préparer. Ce qu'il faut, c'est que pour se prémunir de tout ça, c'est qu'il faut travailler. Il faut réussir à avoir des chefs en qui on a confiance et pouvoir discuter avec eux de tout un tas de choses, et comme ça évite les surprises derrière. Et sinon, des poursuites judiciaires, oui, ça peut être pénible. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je crois que j'en avais pris 5 pour un papier une fois. Ce qui est mon record personnel pour un seul papier. Je pense avoir pris en tout une quinzaine d'actions, je pense, depuis que j'exerce en 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai jamais perdu une. Mais oui, c'est une pression quand même qui est constante. Les droits de réponse, ça on fait avec, parce que ça, déjà c'est prévu par la loi. Quiconque peut vous adresser un droit de réponse s'il est mis en cause d'une manière ou d'une autre dans votre article. Et c'est même un préalable avant une éventuelle action judiciaire de sa part derrière. Donc s'il vous colle quelque chose, il doit d'abord vous avoir répondu dans votre journal. Sinon, moi, à part ces actions judiciaires, quand on y est habitué, quand on est serein, quand on travaille bien, quand on a des services juridiques qui sont efficaces et qui relisent attentivement les papiers, en général, pour moi, ça me va très bien. Alors, je trouve que la sérénité, elle n'est pas toujours là, moi, personnellement. Ça m'arrive de passer des mauvaises nuits. Il y a toujours, la veille du papier, le moment où on se dit « Merde, j'ai oublié de dire ça. Merde, j'ai mis ce mot. » Faut pas. Ouais, bah oui, je me mets la pression, mais parce qu'il y a la pression, parce qu'effectivement il y a la pression juridique qui est forte, c'est la plus embêtante. Il y a les coups de fil, là il y en a toujours à la direction, enfin voilà. Donc effectivement, il faut avoir une direction qui tient la route derrière. Il y a, moi récemment, j'en ai eu sur d'autres sujets là, on me promet des boules puantes, hein, ça veut dire donc des informations désagréables qui vont être lancées contre moi sur Internet. Donc il faut aussi être un peu... on attend. On se dit, ok, il va arriver quoi ? C'est pas agréable. Des trucs sur les réseaux sociaux qui sont montés. Il y a plein de façons aujourd'hui de vouloir déstabiliser un journaliste, dans le sport ou quelles que soient les enquêtes. Hein.
Et donc, effectivement, je trouve qu'on est quand même dans un métier à pression, quoi. Par définition, avec les genres d'articles et de sujets qu'on traite, que ça vienne d'autorités qui ont le bras long ou des gens sur lesquels on enquête. Enfin voilà, on a quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est quasiment systématique, quoi. Dès qu'on dérange, on en a, quoi. Ça va des textos aux appels, à la direction, aux annonces de menaces de plainte et aux plaintes parfois. Et puis maintenant, de manière beaucoup plus détournée, à tout ce truc de comment décrédibiliser une parole, un journaliste, une image. Et ça, je trouve que c'est de plus en plus fréquent. Alors, bon, premièrement, moi je considère que ce sont les autres en face qui ont la pression, que je leur mets. Première règle. C'est pas moi qui ai la pression, c'est eux. Je considère que, en gros, quand je sors de la tranchée, j'ai une balle en argent dans le fusil et la baïonnette au canon. Deuxièmement, mais effectivement, je l'ai évoqué, il peut arriver d'avoir des formes de pression. Alors vous avez mon boss, Pascal Golomer, là, qui est là, qui est dans le fond, qui me protège. Voilà. C'est la seule personne qui est au courant à peu près de tout ce que je fais. Pratiquement. Voilà. Et bon, pas parce qu'il est là, parce que de toute façon, il ne m'augmentera pas encore cette année, mais heureusement que je l'ai. Et qu'effectivement, il y a derrière les journalistes qui font des conférences, qui ont leur nom à l'antenne ou dans le papier, et tout, etc., qu'il y a encore des gens qui sont passionnés par le journalisme, mais qui font un métier, moi personnellement, que je trouve extrêmement chiant, qui est celui d'être chef, d'organiser des trucs, et tout, etc., pour permettre à des oiseaux comme moi de vivre leur passion pleinement. Et comme nous, je pense. Voilà. Par ailleurs, il faut que je vous raconte une toute petite histoire en 2 minutes. Il y a 2 ans et demi maintenant, 3 ans, ça chauffait un peu pour 1 ou 2 équipes de vélo. Et voilà, il y avait un jeune cycliste qui venait de gagner de manière assez incroyable la veille de l'arrivée du Tour de France, le Tour de France. Et moi, j'avais mes oreilles qui vibraient pas mal. Et il se trouve que à l'automne suivant, il y a des gens qui m'ont contacté de manière détournée, qui se sont prétendus être les Fancy Bears, c'est-à-dire un groupe de hackers russes qui a entre autres hacké l'Agence mondiale antidopage, etc. C'est comme ça depuis que moi j'ai pu récupérer des analyses de 2003, d'analyses sanguines de 2003 de Eliud Kipchoge par exemple, voilà, qui sous certains aspects peuvent être intéressantes, voilà, et qui sera l'athlète emblématique du futur marathon des Jeux à Paris. Et donc ils m'ont promis des révélations. Donc on a entretenu des liens, parce que moi je ne savais pas trop, j'étais un peu méfiant, mais on a entretenu des liens, et ils ont commencé à essayer de me proposer en disant, ils ont monté un scénario qui était, on a un oligarque russe qui va investir dans le vélo, mais avant il veut y voir un peu clair, il voudrait nettoyer certains trucs. Donc on a un groupe d'investigateurs qui ont hacké des téléphones sur le Tour de France, qui ont des informations qu'on peut vous filer, mais on voudrait avoir confiance en vous, ils voudraient vous rencontrer, donc il faudrait que vous veniez à Boston, on vous paye le voyage. Vous venez à Boston tel jour, on vous paye le voyage, on vous invite et tout, etc. Je dis, mais il passe jamais à Paris, ce brave homme, parce qu'on peut aussi bien se voir à Paris s'il a un jet privé, etc. Bon. Et après, ça a été, on aimerait bien vous avoir comme directeur de la communication de notre future équipe. Votre salaire serait de $350 000 annuels, etc. Je dis, mais moi j'ai un très bon poste, je suis payé beaucoup plus que ça, donc vous êtes en dessous de mon tarif. Voilà. Et puis on voudrait. On a vu qu'à l'antenne, vous avez des collègues qui ont dit des choses désagréables sur vous. Ça, c'était le jour de l'arrivée du Tour. Puisque j'avais certains collègues qui n'avaient pas apprécié un commentaire que j'avais fait sur le dénommé Pogacar ce jour-là. Donc, c'est tout à fait leur droit. Ils avaient été un peu acrimonieux à mon égard et à l'égard du sujet. On s'en est expliqué dans les couloirs et autour de la machine à café. Et donc, vous avez des collègues, mais vous savez, on peut hacker leur téléphone. S'ils disent des choses sur vous, on peut révéler, on peut les dézinguer sur la place publique. Non, mais merci. Moi, si j'ai des choses à leur dire, je leur dirai, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'était pour essayer de me compromettre. Et il y a 1 an et demi,
Ils ont prétendu qu'ils avaient réussi. Ils ont commencé à publier sur Twitter en disant « On a piégé Vildari ». Ils ont commencé à mettre des extraits de trucs comme ça et tout. Et ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que à chaque fois qu'ils faisaient un tweet, je l'ai retweeté pour faire de la publicité à ce tweet, de façon à ce que personne n'ignore que j'avais été piégé et compromis, quoi, évidemment, quoi. Bien sûr, j'ai tous les enregistrements, etc. Mais ça, c'est un exemple. Pour le reste, on est en France. C'est vrai qu'on peut avoir des formes de pression. C'est vrai qu'on peut avoir... Mais c'est quand même relativement... ça reste, je pense, encore acceptable. J'ai un ami très proche qui s'appelle Marco Bonarigo, qui est journaliste Corriere della Sera, qui, je pense, est le meilleur journaliste d'investigation de sport en Italie. Et en Italie, c'est un autre sport de faire de l'investigation par rapport à la France. Lui, il en est à son 28e procès, parce que là-bas, si vous dites que quelqu'un a été condamné et vous le publiez, il peut quand même vous attaquer et il faut quand même payer. Vous n'avez pas d'article 700 qui vous permet d'être remboursé sur les frais de justice, etc. Il a à son 28e procès. Il a eu quand même des coups de téléphone la nuit avec personne en face. C'est arrivé fréquemment parce que là-bas, vous êtes toujours assez proche de la mafia, d'une mafia ou d'une autre, là-bas, quand vous êtes dans le sport. Donc il y a des pays, pas très loin d'ici, où c'est pas tout à fait la même ambiance, et je vais pas dans des pays plus exotiques, hein, à l'est ou etc. Quoi, voilà. Il faut savoir juste que actuellement, je vais terminer là-dessus. Le sport, on parle de pression, mais le sport n'est pas à l'abri des mafias, notamment dans le domaine des paris sportifs. Ça, je voulais quand même en dire un petit mot. Moi, j'ai eu des informations et par différents biais, etc. Il faut savoir que par le biais des paris sportifs, donc il y a des gros montants qui sont pariés en Asie sur des compétitions qui se déroulent ici. Pour que tout ça fonctionne et que de temps en temps il y ait des matchs truqués dans différents sports, il faut des plaques tournantes. Donc il y a des portes d'entrée entre la mafia albanaise, les mafias serbo-croates et ensuite des joueurs dans différents sports qui irriguent l'ensemble de l'ouest du continent. Voilà, donc on en est un peu à ce stade-là en ce moment, même si ce n'est pas encore complètement sorti. Alors on a largement dépassé le temps qui nous est dédié. Peut-être une dernière question, mais vraiment des réponses rapides, s'il vous plaît. Oui ou non? Bonjour et déjà merci pour votre conférence. Question dopage, je vais aller très très vite. Comment se passent les suspicions de dopage? Et je pense particulièrement à Paul Pogba qu'on est venu chercher sur le banc pendant un match de la Juventus de Turin. Est-ce que c'est par des bruits de couloir? Est-ce que c'est aléatoire? Ou est-ce que ce sont des suspicions lors des performances? Il y a deux choses. Il y a des contrôles aléatoires, inopinés ou des contrôles tout au long de l'année. Je pense que c'est ce qu'a subi Paul Pogba, puisque vous l'évoquez. Une des possibilités, parce qu'on ne connaît pas forcément la vérité, mais c'est que dans le cadre de son retour de blessure, on lui ait conseillé, notamment aux États-Unis, des compléments alimentaires ou des produits qui vous font revenir en meilleure forme ou regagner du muscle, etc. Ces produits marchent mieux que d'autres parce qu'à l'intérieur, il y a des produits qui sont interdits. Voilà. Donc ça, c'est un risque. Mais ça n'exclut pas sa faute, ça ne l'exonère pas de sa faute, puisque vous devez maîtriser votre environnement. Ce que vous prenez, ce que vous mangez, vous devez être au courant, c'est de votre responsabilité. Deuxièmement, alors je pense que je peux en parler assez librement. Oui, il y a des performances qui attirent l'œil. C'est-à-dire que le cas de Clémence Calvin, que moi j'ai traité, la marathonienne, etc., qui a été contrôlée, alors je crois que c'est... qui a échappé volontairement à un contrôle en 2019. Moi, j'avais été alerté sur des performances à son retour de grossesse, sur certaines de ces performances qui étaient suspicieuses, plus d'un an avant. Et moi, je ne suis pas de l'agence antidopage. Simplement, j'avais des gens qui m'avaient dit « Elle rentre de grossesse, elle vient de faire un 10 km, elle fait tel temps, c'est impossible. » Et ça, ce sont des gens qui sont des spécialistes qui savent ce qu'il faut faire, quel type d'entraînement il faut faire pour arriver à telle performance, etc. Donc ça, c'est un élément que les investigateurs antidopage prennent en compte pour cibler des athlètes. Il y a 2-3... Alors, Marc parlait de dopage tout à l'heure. Je pense que la France fait partie des pays où on est le plus contrôlé, où il y a le moins de dopage. Ça, c'est mon avis personnel.
Mais il y a 2-3 athlètes d'athlétisme actuellement, par exemple, qui sont un peu plus ciblés par la FLD que d'autres, parce que leur performance, leurs attitudes, leur mode de vie, le lieu où ils s'entraînent, où ils vivent, est un peu particulier, peut prêter à suspicion, voilà, par exemple. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Et il y a juste un tout petit type de dopage, qui est le dopage aussi mécanique, ou alors les matchs truqués, et où les enquêteurs sont actuellement en recherche de solutions algorithmiques avec des logiciels qui sont mis en place et qui sont capables aujourd'hui, en tout cas qui se disent capables de déterminer, par exemple... alors voilà, donc il y a un grand débat. En tout cas, ils sont acceptés par la justice aujourd'hui. Oui. Alors ça ne vaut pas ADN, évidemment, mais il y a certaines entreprises qui sont aujourd'hui capables de délivrer ces solutions, qui sont utilisées dans certaines procédures judiciaires. On est au début. On est au tout début, et donc c'est un élément parmi d'autres. On ne peut pas fonder la culpabilité de quelqu'un sur ces logiciels-là, mais très clairement, c'est le sens de l'histoire. C'est un début d'investigation possible. Voilà, on arrive donc au terme de ce débat. Merci à toutes et à tous. Merci à nos 3 intervenants. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Anisot signera son livre, L'affaire Madame, tout à l'heure, à la librairie, juste en sortant à votre gauche. Merci.